propose maintenant de donner la parole à Olivier Debar. Donc, Olivier, vous êtes directeur de projet chargé des épizooties, directeur de crise et inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire au sein de la DGAL. Vous êtes notre interlocuteur privilégié sur la DNC depuis la fin juin maintenant. Et je vous laisse une vingtaine de minutes pour faire un point sur toute la partie un petit peu réglementaire qui concerne la DNC. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour nous donner la possibilité de nous exprimer devant un public aussi large pour déjà porter des messages et puis aussi répondre au maximum à certaines de vos questions. Donc, la présentation que je vais vous faire et qui sera disponible à tous, comme les précédentes, porte sur un point de situation sanitaire qui est toujours évolutif, mais vous avez un point à date. Et on va revenir sur les mesures de gestion qui ont été mises en place. Donc, au moment où je vous parle, on est à 101 foyers. J'ai encore regardé là à l'instant et il n'y a pas de foyer nouveau. En tout cas, ce matin, on a toujours des suspicions, qui peuvent être infirmées, c'est-à-dire négativées ou positivées dans la matinée, dans l'après-midi, même en soirée, les jours fériés. Et ça ne s'arrête, les laboratoires sont sous astreinte 7 jours sur 7. Donc au moment où je vous parle, on a 101 foyers pour 68 élevages. Alors pourquoi il y a cette différence entre le nombre de foyers et le nombre d'élevages? Bon, parce que déjà, simplement, un élevage n'est pas égal à un foyer. Parce que lorsqu'on a un élevage composé de plusieurs unités différentes, seule l'unité infectée est comptée comme foyer. Et malheureusement, on a eu aussi certains éleveurs qui ont connu 1, 2, 3, voire 4, et même 2 d'entre eux, jusqu'à 5 foyers pour le même éleveur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur des unités épidémiologiques séparées et ils ont malheureusement connu des foyers pas au même endroit et pas aux mêmes dates. Et là, vous avez l'évolution du nombre de foyers au cours du temps. Donc, vous vous souvenez que le premier foyer a été confirmé un dimanche 29 juin. Et ce PowerPoint, cette diapositive, elle n'est pas encore à jour pour les derniers foyers. Mais vous voyez de façon très claire qu'il y a eu 2 pics. Un pic cet été, avec environ, on va dire, 70 foyers qui étaient concentrés sur les Savoies, c'est-à-dire notre fameuse zone réglementée numéro 1. Et on a vraiment cru qu'à la fin de l'été, en fin août, septembre, on avait passé la crise. Donc, vous voyez typiquement là dans ce graphique, donc les courbes en bleu, c'est le nombre de foyers, en jaune, c'est le nombre d'élevages. Vous avez vu qu'on a une forte croissance, cette maladie, elle est contagieuse, très contagieuse, une forte croissance sur les premières semaines, un plateau, et ensuite une forte chute. La forte croissance, elle est liée au fait, et Eric Cardinal l'a bien écrit, que cette maladie est transmise par des insectes vecteurs de la maladie, et en plein été, c'est le pic d'activité vectorielle de ces insectes, et donc ils étaient en capacité de transmettre très facilement la maladie de proche en proche. Ce sont des insectes assez lourds, et leur rayon d'action est vraiment très limité à quelques centaines de mètres. Mais de proche en proche, dans une population naïve, non protégée, la maladie diffuse vite, c'est la phase croissante. Phase de plateau, et ensuite une décroissance qui est directement liée à la vaccination, parce que la décroissance, elle a commencé quand on avait à peu près 80% des animaux qui étaient vaccinés. Ça vaccinait très vite, très fort au départ. Et on pensait vraiment en septembre de pouvoir dire, ça y est, on a maîtrisé la crise. Et c'est vrai qu'on a maîtrisé la crise dans les Savoies. Dans les Savoies, cette crise a été maîtrisée. Elle est toujours sous contrôle. Et vous avez vu, quasiment, on n'avait plus rien au mois d'août et au mois de septembre. Le plat absolu. Et en octobre, ça a démarré, et ça a démarré ailleurs. Et de la même façon, un gros pic, un plateau, et là, on est en phase descendante. Il faut toujours se méfier qu'il n'y ait pas un 3e pic derrière. Alors juste, il y a 6 départements qui sont concernés. Autour des foyers, on fait une zone réglementée de 50 km,
ce qui fait qu'il y a 14 départements où il y a une zone réglementée. Les 6 départements infectés, pas de la même manière. Donc là où on a eu le plus de foyers, ce sont les Savoies. 76%, 76, oui, quasiment % d'ailleurs, 76 foyers sur les 101, c'est Savoie et Haute-Savoie. Cet été, en pleine activité vectorielle. Et puis les Savoie et Haute-Savoie, même si on a démarré très vite la vaccination, on a démarré la vaccination le 18 juillet. Les premiers foyers, c'était le 29 juin. Donc il s'est quand même passé 15 jours avant d'avoir les premiers animaux vaccinés. Maintenant, la vaccination, elle démarre tout de suite. 14 foyers dans les Pyrénées-Orientales, c'est toujours une zone chaude. Autant on peut dire que la zone Savoie et Haute-Savoie est éteinte, autant la zone Pyrénées-Orientale, c'est une zone chaude, et elle est toujours chaude. On a 7 foyers dans le Jura, et je dirais que c'est plutôt une zone tiède, pas éteinte, pas brûlante, mais tiède. Et on a encore eu un foyer ce week-end, sachant que le précédent s'est daté d'une semaine avant. Et le foyer qu'on a eu ce week-end était dans la commune d'Écleux, qui est la commune qui concentre tous les foyers du Jura, sauf un foyer qui est dans une commune d'à côté. 3 foyers dans l'Ain et un seul foyer unique dans le Rhône. Vous avez la répartition du nombre de foyers en fonction du nombre de bovins dans le foyer. Et vous voyez quand même que 2 tiers des foyers, 2 tiers, c'est des petits foyers. Alors je mets beaucoup de guillemets avec des petits foyers parce que pour l'éleveur qui est frappé par cette maladie, et ce n'est pas sa responsabilité, pour l'éleveur qui subit cette maladie, c'est toujours un drame, c'est toujours un désarroi, c'est toujours une incompréhension, c'est toujours source de colère. Les 2 tiers des foyers, c'est 20 bovins ou moins. On a eu des foyers à un seul bovin, par exemple, ou 2 ou 3. Et même la moitié des foyers, c'est 10 bovins ou moins. En revanche, on a eu quelques rares, très gros foyers. Donc, typiquement, c'est les élevages laitiers en bâtiment. La majorité des foyers, c'est en cheptel bovin laitier, et on va dire un quart, c'est les génisses. Là, vous avez un historique, vous aurez le PowerPoint, je ne reviens pas dessus. C'est les dates clés de l'historique de la maladie. Retenez que chaque fois qu'on a un foyer, on dessine une zone réglementée de 50 km autour de ces foyers. Alors évidemment, quand les foyers ont lieu dans la même commune ou des communes limitrophes, ça ne change pas la zone de 50 km. Mais lorsqu'on a un saut, et on a eu des sauts, des bons, et vous avez bien entendu que ces bons, ils ne peuvent pas être dus à des bons du vecteur. Le vecteur, il fait quelques centaines de mètres, et éventuellement, de façon très exceptionnelle, quelques kilomètres, de façon très modérée. Donc on a eu des bons rares, mais extrêmement préjudiciables. D'accord ? C'est comme la foudre. C'est rare, mais ça fait très mal. Plus de 100 km dans les bons qui nous ont amené un foyer dans le Rhône, foyer dans le Jura, et puis il y a la question aussi du foyer dans les Pyrénées orientales, pourquoi dire des foyers en Espagne. Donc chaque fois qu'on a un foyer, on fait 50 km, et ce qui crée des zones réglementées. On a été au plus fort de la crise jusqu'à 5 zones réglementées. Aujourd'hui, on en a 3, les zones réglementées. Donc 3 zones réglementées et 2 zones vaccinales, les zones vaccinales étant des anciennes zones réglementées. Et vous avez toujours des suspicions. Tous les jours, j'ai presque une demi-dizaine ou une dizaine de suspicions. Alors, la plupart dans les zones réglementées, mais pas que. Ça peut être dans toute la France. On en a eu en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne. Tout le monde a eu à un moment donné une suspicion. Et donc, la plupart des suspicions sont infirmées. Ça veut dire négative. Et là, en fonction de l'évolution et des bons, vous voyez que la zone réglementée ou les zones réglementées se sont étendues. Donc la zone réglementée de 50 km, elle est formée de 2 zones en fait. À l'intérieur, une zone rouge de 20 km autour des foyers et au-delà, une zone verte de 50 km. La zone rouge, on l'appelle zone de protection, la zone verte, zone de surveillance. Il y a des mesures qui réglementent les mouvements au sein de la zone réglementée. C'est plus sévère quand on est dans la zone rouge que dans la zone verte. Là, c'est la France, aujourd'hui. Donc, vous avez encore 3 zones réglementées, dont 2
pour 3, pardon, avec une zone de protection, une zone réglementée qui est toute verte, c'est uniquement la zone de surveillance, et vous avez 2 zones en bleu aujourd'hui, l'ancienne zone réglementée des Savoies et l'ancienne zone réglementée du Rhône. Une zone réglementée se lève 45 jours après le dernier dépeuplement, d'une part, et si on a un grand taux de vaccination, 75% des bovins vaccinés depuis plus de 28 jours, dans 90, parfois on voit 95, je pourrais expliquer pourquoi ce détail, de vaccination dans la zone réglementée. Ça permet de... Donc le déclencheur, c'est à la fois 45 jours après le dernier dépeuplement, donc on n'y est pas encore en Jura, on n'y est pas encore dans l'Ain, on n'y est pas encore dans les Pyrénées-Orientales. Et un taux de vaccination et une couverture vaccinale suffisante depuis au moins 28 jours. Là, c'est un focus sur les 2 zones vaccinales de Savoie et du Rhône. Donc, c'est une libération, hein, la zone vaccinale. Ce n'est pas une libération ultime. Il reste encore des contraintes. Hein, les contraintes vont être levées lorsqu'on va recouvrer un statut indemne, et on n'y est pas encore. Mais déjà, lorsqu'on est en zone vaccinale, il y a quelque chose de nouveau qui est possible, c'est qu'on peut sortir de la zone vaccinale pour aller dans d'autres élevages, voire même aux exports. Je rappelle juste ici les piliers des mesures de lutte. Donc les piliers dans un élevage, c'est la détection précoce. La stratégie de lutte ne marche pas si on ne détecte pas précocement les bovins. On finit toujours par les détecter, parce que ce n'est pas une maladie qu'on peut laisser sous le tapis. Mais si on le retarde, ben ça fera un retard dans le déclenchement des autres actions pour tarir le foyer. Et la détection précoce, elle repose sur la surveillance quotidienne ou régulière par l'éleveur de l'état de santé des animaux dont il a la charge, y compris vacciné. Ce n'est pas parce qu'un animal est vacciné qu'il ne peut pas faire une maladie. Donc, si vous voyez des nodules ou des animaux avec des signes cliniques évocateurs de la maladie, c'est-à-dire la fièvre, de l'abattement, des sécrétions, des nodules, avertissez votre vétérinaire sanitaire, il fera des prélèvements officiels et dans les 24 heures, vous aurez le résultat généralement négatif, il peut être positif. Et ne retardez pas en se disant, s'il est vacciné, le nodule doit être une réaction secondaire, un effet secondaire. C'est possible, mais seul le labo est capable de faire la différence. Et tous les labos font la différence entre un test positif suite à la présence du virus sauvage ou un test positif suite à la présence du virus vaccinal. Ça, c'est un pilier important. On a 3 réseaux, 3 laboratoires agréés. Donc ma diapositive, elle n'est pas à jour parce que, en plus du département de l'Ain, du département de la Savoie, il y a également le département des Pyrénées-Orientales où on a un laboratoire de proximité. Les laboratoires sont sous astreinte 7 jours sur 7 et ils rendent un résultat éventuellement dans la journée si le prélèvement arrive le matin ou plus tard le lendemain, y compris le week-end. Malheureusement, tout le monde le reconnaîtra, et ce n'est pas de gaieté de cœur, quand on a une unité épidémiologique infectée, et parfois l'unité, vraiment, on la taille pour qu'elle soit plus juste. Hein. Parfois, ça peut être vraiment un nombre très limité de bovins, c'est le dépeuplement total. C'est contraignant, c'est lourd, c'est ultra difficile psychologiquement et moralement, en particulier sur des bovins, et encore plus sur des bovins laitiers, mais c'est une condition vraiment nécessaire. Sinon, on ne peut pas tarir une source de virus si on fait un dépeuplement partiel. Dépeuplement partiel, ça veut dire qu'on donne sa chance au virus pour prospérer vers d'autres élevages qui ne demandaient rien et qui pourront être d'autres foyers. Et c'est cela aussi qu'on doit protéger. En zone réglementée, interdiction de mouvement, et il y a vraiment une règle stricte qui n'a pas toujours été respectée, mais on sent maintenant qu'elle est pleinement respectée. On ne sort pas un bovin pour l'élevage d'une zone réglementée. Parce que le risque est trop grand de sortir le virus qui va avec. La désinsectisation des moyens de transport, là, quelles que soient les espèces, hein, les bovins, les caprins, les ovins, les équins, désinsectisation des moyens de transport. La visite sanitaire de surveillance du vétérinaire, qui est généralement faite aussi au moment de la vaccination ou au moment des laissez-passer, et la vaccination. Et franchement, depuis le début, on a toujours observé une vaccination rapide et massive. Premier foyer, un dimanche 29 juin, commande des vaccins à la Banque d'urgence européenne le mardi, 2 jours après. Ensuite, ils ont été livrés le 15 juillet et sur le terrain le 18. Et puis une communication de crise, on y reviendra très certainement,
Ça, c'est un point primordial. Dans ce qui est primordial, il y a le soutien psychologique. Et l'autre point important, c'est la communication de crise. Parce qu'il y a eu énormément d'informations, beaucoup de réactions, et les réseaux sociaux sont des multiplicateurs de l'information. Et parfois, avec des informations qui peuvent être justes, parfois des inquiétudes, et l'inquiétude, c'est comme les virus, c'est très contagieux, et parfois les fake news. Et là aussi, c'est contagieux, les fake news, et c'est très difficile de les contrecarrer. Donc, on a évidemment une foire aux questions, on a fait des petites vidéos qui sont disponibles sur le site internet du ministère, mais ça ne tarit pas les fake news, ça ne tarit pas les dénis, ça ne tarit pas évidemment l'inquiétude. Les inquiétudes sont légitimes, les questionnements sont légitimes. Les fake news, généralement, ce n'est pas de la malveillance, c'est un défaut d'information ou simplement relayer des fausses informations en se disant bah, pourquoi pas, en se disant qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, etc. On travaille beaucoup aussi à l'international. En Espagne, premier foyer en Espagne début octobre, aujourd'hui 18 foyers. Ils ont une zone réglementée, ils font comme nous. Ils ont une zone réglementée, ils font du dépeuplement total des foyers. Aujourd'hui, ils sont à 50% de taux de vaccination et ils poursuivent la campagne vaccinale. En Italie, c'est la Sardaigne qui est touchée. Il y a eu un foyer qui a été vite éteint, donc qui n'a pas prospéré, un petit peu comme notre foyer dans le Rhône. Et donc, l'Italie continentale est indemne et la Sardaigne reste avec des foyers. Et encore la semaine dernière, il y a eu 2 foyers. Donc, ce n'est pas éteint. Ils ont un bon taux de couverture vaccinale, plus de 90%, mais ce n'est pas encore éteint, alors que nous avons commencé en Sardaigne et en Savoie en même temps la vaccination. Et vous voyez bien que la Sardaigne, on a toujours des foyers, rares, mais encore, tandis que dans les Savoies, on est déjà passé en zone vaccinale. Et ils appliquent les mêmes mesures, les Italiens, comme les Espagnols, notamment le dépeuplement total des bovins, des foyers identifiés. Et ils vaccinent avec le même vaccin que la France. Les Espagnols, c'est le même vaccin aussi. Maintenant, je passe à d'autres aspects qui est aujourd'hui et l'avenir. Alors, en droit européen, il y a des conditions pour sortir les bovins de zones vaccinales, anciennement zones réglementées. Donc, le droit européen dit qu'il y a 6 conditions minimales quand on veut sortir des bovins pour l'élevage hors France. 1, que l'État membre soit d'accord. Il peut refuser. 2, que les bovins qui partent, et les bovins qui ne partent pas, mais du même établissement, aient été vus par un vétérinaire avec un examen clinique favorable avant le mouvement. D'accord, facile. La condition 3 est facile aussi. Les bovins sont vaccinés depuis plus de 28 jours, ou s'ils ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils sont immunisés grâce aux anticorps de la maman, donc ils sont nés de mère valablement vaccinés. Facile. 4e, les bovins sont détenus 28 jours dans leur élevage. Facile, puisque normalement, un bovin, lorsqu'il est vacciné, doit rester 28 jours à l'endroit où il a été vacciné. Ça va. Conditions 5 et 6, elles sont difficiles. Aucun foyer depuis au moins 3 mois dans un rayon de 20 km autour de l'établissement d'origine. Déjà, ce n'est pas facile à comprendre, il faut quasiment une carte. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 zones vaccinales, les Savoies et plus récemment autour du Rhône. Eh bien, les bovins qui peuvent bouger aux échanges, en plus d'avoir l'accord de l'État membre, il faut que l'élevage d'où partent les animaux soit situé à plus de 20 km d'un foyer d'attente plus de 3 mois. S'ils sont à moins de 20 km d'un foyer d'attente, ils ne peuvent pas bouger. Il faut attendre. Ça veut dire que selon la commune d'où on part, les règles vont être différentes. Pas facile. Et puis la 6e n'est pas facile non plus. C'est que tous les bovins qui sont détenus dans la zone vaccinale, dans un rayon de 50 km autour de l'exploitation qui fait partir les bovins, doivent être vaccinés. Alors là, pas depuis 28 jours, depuis 60 jours. Donc c'est quand même beaucoup. Donc les conditions 1 à 6 sont des conditions minimales pour aller hors de France. En France, pour partir de la zone vaccinale et aller en zone indemne, vous ne mettez évidemment pas la condition 1,
La France est d'accord avec elle-même et vous ne mettez pas les conditions 5 et 6. Pourquoi? Parce que le droit européen va évoluer l'année prochaine. Et la Commission européenne a déjà transmis aux États membres un projet de nouveau texte européen sur la DNC. Et dans le nouveau projet, la Commission européenne propose aux États membres de ne pas garder les conditions 5 et 6. Donc nous, en France, on anticipe ça. Et la Commission le sait. Mais on ne peut pas l'anticiper pour nos voisins. Alors, où en est-on? La condition 1. On a demandé à l'Espagne, à la Belgique et aux Pays-Bas s'ils prenaient nos bovins de zone vaccinale et à quelles conditions. Espagne, Belgique et Pays-Bas nous ont dit on réfléchit. Suisse nous a dit d'accord avec les conditions que je viens de vous dire précédemment pour l'abattoir. L'Italie nous a dit d'accord avec les 6 conditions, mais on souhaiterait en ajouter une avec un test préalable. Et ça, on discute avec les Italiens. Et on a une réunion demain. On a déjà eu une réunion avec les Italiens où on a obtenu le fait qu'ils soient d'accord avec les conditions européennes. Et puis, quelques temps après, ils nous ont dit oui, mais on voudrait ajouter un test. Et on discute avec eux demain matin, qu'est-ce que ça pourrait être ce test préalable. C'est une négociation. Alors, le droit européen permet d'aller au-delà des 6 conditions. Il dit c'est minimum et l'État membre de destination est libre d'en ajouter. L'Italie souhaite en ajouter. Ça, c'est dans l'Union européenne. Et quand je parle d'exportation, vous parlez souvent d'exportation, ça quitte la France. Bon, dans notre jargon technique, exportation, c'est-à-dire ça quitte l'Union européenne. Donc, quand ça va en France, dans l'Union européenne, c'est un échange. Bon. Et quand ça part en France, à l'extérieur de l'Union européenne, ça s'appelle un pays tiers, ça s'appelle de l'exportation. Donc le Japon, le Canada, etc. Alors, vous avez vu que ce n'est pas simple non plus, ces 6 conditions, notamment la condition 5 et 6. Alors, pour l'exportation, c'est autant de conditions qu'il y a de pays. Et en plus, les conditions sont différentes selon qu'on a des bovins vivants, des semences, de la viande, du lait, des produits laitiers. Donc, c'est un foisonnement de conditions. Donc, aujourd'hui, on a une cellule à la DGAL, en lien avec France Agrimaire d'ailleurs, qui négocie, ça s'appelle la diplomatie sanitaire, pour ouvrir les marchés. Parce que personne ne veut cette DNC. Vous avez vu la carte d'Éric Cardinal, ça se diffuse bien, et donc ceux qui sont indemnes n'en veulent pas. Et il y en a même qui ne veulent même pas de bovins vaccinés. Alors qu'on pourrait dire un bovin vacciné, c'est un animal qui est plus protégé qu'un bovin qui ne l'est pas. Non, parce que vous savez qu'on ne sait pas faire la différence entre un anticorps de bovin vacciné et un anticorps. On ne sait pas faire la différence entre un anticorps qui résulte d'une infection et un anticorps qui résulte d'une vaccination. Donc le pays qui fait venir un bovin, qui fait une prise de sang, qui trouve des anticorps, si c'est positif, il n'est pas bien. Il se dit, sur quel pied danser? C'est un animal qui a été malade ou c'est un animal qui a été vacciné? Nous, on peut lui dire, bah oui, il a été vacciné, on a le certificat, c'est dans notre base de données. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc les bovins vivants, vous avez vu qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui ont été d'accord pour accueillir les bovins vivants de France. Je ne dis pas de zone réglementée, ni de zone vaccinale, de zone indemne. Si un jour il y a quelqu'un qui veut vacciner, sachez qu'il ne tombera pas dans le giron je suis indemne. Parce que tous les pays du monde, ils considèrent que si tu vaccines, c'est que tu es infecté. Okay. Donc pas beaucoup de pays. La Tunisie, le Liban, le Kosovo, la Bosnie. Donc ce n'est pas des grands courants d'affaires comme vous avez vu avec l'IDEL. On n'exporte pas beaucoup ces pays-là. Le Maroc dit non. Il a fermé ses frontières. Les semences, vous voyez, globalement, tout le monde arrête. Les semences, les gens, ils ont peur. Le virus peut se retrouver dans les semences. Donc, ils ont peur. Alors, les moins frileux disent on peut être d'accord pour accepter les semences produites avant la maladie en France. Et quand je dis avant la maladie, ça ne veut pas dire 15 jours ou la veille. Le Japon, c'est 6 mois avant. Donc, c'est très, très frileux. Ils se méfient. Les viandes. Il n'y a aucun risque avec les viandes. Il n'y a pas de risque sanitaire avec les viandes. Mais des pays ferment. Certains ferment toute la France, même la zone indemne. Bon, vu de la Chine, la France, si on dit la Bretagne, la Savoie, c'est la part c'est la France. Il faut faire ça, des accords de régionalisation, c'est très long pour en avoir.
On en a sur la PPA, avec la Chine, mais on n'en a pas avec la DNC. Des marchés sont partiellement fermés, c'est-à-dire qu'ils disent OK à la viande bovine, mais de zone indemne. Donc ils interdisent depuis les zones réglementées. Allez savoir pourquoi le Royaume-Uni ferme aux abats, pas aux viandes, mais aux abats. Voilà. Donc on se bat pied à pied pour leur expliquer qu'il n'y a pas de risque. Les produits laitiers, vous le savez, il n'y a pas de risque avec le lait et les produits laitiers. Vous savez qu'il n'y a aucune mesure sur le lait ou les produits laitiers, même au lait cru, mais il y a des pays qui disent, moi, si le lait est thermisé, pasteurisé, je le prends. Sinon, c'est embêtant parce que les produits lait crus, c'est quand même ceux qui sont à la plus forte valeur ajoutée, puis c'est l'identité fromagère de la France quand même. Et donc, pour lever ces interdictions, eh bien, on a régulièrement une cellule export qui associe France Agrimaire, la DGL et les organisations professionnelles, par exemple, pour sur les produits qui sont à la plus forte valeur et sur les marchés qui sont à plus gros tonnage, pouvoir expliquer à nos partenaires étrangers, pas qu'il n'y a pas de risque, hein. Il y a un risque avec la maladie, mais que la France maîtrise. Et on maîtrise. Donc tout repose sur la confiance. Et la décision très forte de la ministre récemment d'interdire tout, de faire un embargo de 15 jours, ça participe à cette confiance. Parce que quand on est capable de prendre cette mesure, ça veut dire qu'on est capable de prendre des mesures fortes. Et ça a porté ses fruits, hein, puisque ça a été levé. Et qu'est-ce qu'on observe? Pendant les 15 jours, la maladie n'a pas progressé ailleurs, alors qu'elle l'avait fait dans le Jura, dans le Rhône, etc. Et puis, deux des zones réglementées sont maintenant plus zones réglementées, elles sont zones vaccinales. Voilà. Je vous ai dit la communication de crise, c'est essentiel. Si je peux résumer, il y a 3 soutiens importants. Je ne les mets pas dans l'ordre. Si, je vais les mettre dans l'ordre. Le soutien psychologique. Je ne vous en ai pas parlé, mais il est primordial, crucial. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vous comprenez. Le soutien financier. Aujourd'hui, côté ministère, nous avons un soutien financier qui est pour les éleveurs foyers. Je sais qu'il y a des demandes pour les éleveurs non foyers, mais qui sont dans des zones où ils ont des restrictions. Et le troisième soutien, c'est celui d'aujourd'hui, celui qu'on fait maintenant avec vous, c'est soutien technique ou scientifique. C'est-à-dire de vous présenter quelles sont les règles, de vous expliquer pourquoi il y a ces règles, et où va-t-on sur le plan technique, sur le plan sanitaire. Mais ces 3 piliers sont importants, hein. Psychologique, financier et technique. Et évidemment, je le redis, jamais le soutien technique ni le soutien financier pourront compenser la détresse psychologique et morale des éleveurs qui ont été frappés. Ça, c'est sûr. Merci. Merci Olivier.